Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux. Mais pas trop. L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode bonus 73, l'écriture au temps des Mérovingiens. Dans le prologue de son livre, Grégoire défend son projet de la manière suivante, et je cite « La culture des lettres et des sciences libérales dépérissant, périssant même dans les cités de la Gaule, il ne s'est rencontré aucun grammairien, habile dans l'art de la dialectique, qui ait entrepris de décrire ces choses soit en prose, soit en vers. Aussi, beaucoup d'hommes gémissaient, disant « Malheur à nos jours, l'étude des lettres périt parmi nous, et on ne trouve personne qui puisse raconter dans ses écrits les faits d'à présent. » Voyant cela, j'ai jugé à propos de conserver, bien qu'en langage inculte, la mémoire des choses passées, afin qu'elles arrivent à la connaissance des hommes à venir. Préface de 10 livres d'histoire, Grégoire de Tours. Alors, cette petite introduction au parfum apocalyptique que Grégoire positionne au début de son œuvre mérite qu'on s'y attarde un petit peu pour bien comprendre ce qui se joue avec l'écriture durant l'époque mérovingienne. On voit souvent les 5e et 6e siècles comme un âge sombre, où seule une minuscule poignée de moines conserve bon an mal an l'art de l'écrit, qui vient juste d'être mis à bas avec le reste de la civilisation romaine par l'éruption des sauvages de l'Est. Et Grégoire, comme d'autres avant lui et après lui, pose sa petite pierre à l'édifice du « tout fout le camp dans le regnum », une catastrophe culturelle provoquée par les bouleversements politiques du temps que lui et quelques autres tentent d'atténuer avec leurs faibles moyens. En fait, rien n'est plus faux que de penser que l'écrit s'est effondré avec l'époque mérovingienne, directement héritière de l'Empire romain et de sa culture administrative, légale et sociale basée sur l'écriture. Déjà, de base, l'époque mérovingienne produit énormément de textes officiels du fait de son organisation pilotée par le palais royal. Une administration qui produit chartes, édits, décrets et autres lois à tour de bras, sans parler des courriers diplomatiques qu'on échange avec Byzance ou les autres cours d'Europe. Et, au-delà des chancelleries, c'est toute l'administration locale des cités comme la vie courante qui se base sur l'écrit, avec des formulaires notariés ou des actes privés codifiés, faciles à recopier par n'importe qui. On a par exemple retrouvé plus d'une centaine d'actes juridiques standardisés avec des espaces vierges pour remplir les noms et les dates, à l'image de nos formulaires modernes, produits au 7e siècle et compilés dans ce qu'on en appelle le formulaire de Marculf. La preuve que l'écrit n'était absolument pas décédé avec l'avènement des Mérovingiens. Et puis, il n'y a pas que la quantité, il y a aussi la variété, puisqu'on ne doit pas parler uniquement que des actes administratifs, mais aussi d'un large éventail de textes variés produits au VIe siècle. Les nombreuses vitae de saints, comme les recueils savants, à l'image des 10 livres d'histoire de Grégoire, prouvent qu'une vie culturelle intense subsiste, dans l'Église comme dans le civil d'ailleurs. Idem, les lettres très nombreuses que s'échangent les puissants, symbole de cette vieille amicitia romaine, qu'on traduit mal par amitié dans notre langage moderne, mais qui recouvre non seulement les concepts de la camaraderie, mais aussi de l'alliance politique. Un trait de civilisation bien présent au début de l'ère mérovingienne que le courrier sert à entretenir. Et ça, c'est sans parler de la poésie, des chants et des hymnes, largement diffusés à cette période-là aussi. Enfin, pour la qualité, malgré la protestation d'inculture de notre bon évêque, il ne faut pas s'imaginer que tout s'est lamentablement dégradé. Le latin du VIe siècle est bien différent de celui de Cicéron ou de Sénèque, c'est évident. Mais l'évolution de la langue est un trait constitutif de n'importe quelle civilisation, et pas forcément le synonyme du déclin. Grégoire, pour sa part, a probablement choisi délibérément
d'écrire en langage simple, quoi qu'il nous raconte. Moins par inculture que par un souci d'efficacité, en se doutant que son œuvre serait d'autant plus impactante qu'elle pourrait être comprise par un nombre plus large de lecteurs que la super petite élite de son temps. Les puissants du VIe siècle adoraient les textes ultra compliqués, inaccessibles aux gueux, comme symbole ultime de leur snobisme. Si notre connaissance de l'écrit mérovingien est si faible, ce n'est donc probablement pas parce que les hommes de ce temps écrivaient moins que leurs prédécesseurs de l'Empire romain tardif. Mais c'est plutôt à cause de l'utilisation encore massive du papyrus venu d'Égypte, comme support, qui malheureusement ne se conserve pas du tout en Europe sur plusieurs siècles avec nos conditions atmosphériques. La réalité, c'est qu'on a probablement perdu 99% de tout ce qui a été écrit à l'époque, et que la découverte d'un Qumran en Europe de l'Ouest n'est malheureusement pas envisageable. La fin de l'importation de ce matériau au 7e siècle dans le Regnum constitue donc un véritable paradoxe, puisque le matériel ultra pratique, pas très cher et très répandu qu'est le papyrus, va être remplacé, faute de mieux, par le parchemin. Un support ultra coûteux dont la rareté sera non pas mais un des facteurs du véritable écroulement de l'écrit à partir du 8e siècle sous l'égide des successeurs des Mérovingiens. Devenant l'apanage exclusif des clercs, une toute petite quantité d'écrits va être produit à partir de l'époque suivante comparativement. Nous en sommes donc rendus à compter sur un tout petit nombre de textes sauvegardés de cette époque, dont celui de notre évêque favori, ce qui, évidemment, est le grand casse-tête de tous les historiens, obligés de souvent s'appuyer sur les écrits parfois très contestables de Grégoire. Comme on l'a dit pour la bataille de Vézéronce, notre homme se trompe, voire ment parfois. Et si c'est détectable grâce aux autres chroniques, notamment celle de l'évêque burgonde Marius d'Avanches, ou celle d'Agathias, le chroniqueur byzantin, dans ce cas précis, il est probable que ces petits bidouillages soient parfois plus difficiles à détecter dans d'autres situations. Soit que Grégoire ne sait rien des événements qu'il énonce et qu'il invente pour combler les trous, soit qu'il préfère passer sous silence les faits qui ne lui conviennent pas, soit encore qu'il transforme littéralement les situations pour nous servir la version la plus appropriée. Et puis, il n'y a pas que l'énoncé des faits. Un de ces grands classiques consiste à encadrer des histoires sordides par des épisodes pieux, apparemment sans rapport avec la narration. Un contraste parfaitement pensé. C'est d'ailleurs le principal dispositif narratif pour atteindre son véritable objectif, qui est la démonstration de la foi et le message du salut. Et qui, bien entendu, fait passer les rois et les reines qu'il n'apprécie pas pour de parfaits sauvages. Résultat, les Francs, vecteurs de la christianisation nicéenne en Europe, se doivent d'être les meilleurs et ne peuvent pas perdre en tant que peuple. Mais Clodomir, lui, reste sur le champ de bataille parce qu'il n'a pas écouté le prêtre et a massacré le pieux roi des Burgondes Sigismond. Qu'importe si toute la séquence est incohérente, des raisons invoquées pour cette guerre comme la pseudo-victoire des Francs sur laquelle Grégoire tourne vite la page. Ce qui ne l'empêchera pas d'ailleurs, quelques lignes plus loin, de nous parler tranquillement de la nouvelle invasion mérovingienne de ce même pays, normalement déjà écrasé. À l'image des techniques de manipulation modernes employées par certains médias de masse au XXIe siècle, il suffit parfois pour un chroniqueur doué de se focaliser sur les bons événements avec un narratif bien choisi, en passant les éléments troublants sous silence et en sautant assez vite du coq à l'âne quand les faits deviennent têtus pour que l'invraisemblable semble vaguement cohérent pour un lecteur crédule. Une technique vieille comme le monde donc. Non, décidément, l'art de la communication et son vecteur favori qui était l'écrit avaient tout sauf disparu sous les Mérovingiens.